Bonsoir. Je suis heureux de vous avoir avec nous encore une nouvelle fois pour cette troisième rencontre organisée par l'École supérieure des arts visuels de Marrakech. اليوم هتكون معنا جنة طرابلسي. Je dis bien ton nom et prénom, ok, qui est graphiste libanaise, artiste plasticienne et depuis presque un an la nouvelle directrice du département design graphique de l'École supérieure des arts visuels de Marrakech. Nous allons être rejoints tout au long de la première heure. Donc maintenant, je pense que vous commencez à être habitué un peu du format. Donc une première heure où on va être dans cette rencontre. Et puis la dernière demi-heure sera consacrée aux questions du public. Donc le public pourra poser ses questions tout au long de l'intervention. Peu importe la langue, يعني تقدروا تطرحوا أسئلة بالعربية. Vous pouvez poser des questions en français and you can ask questions in English also if you want. Nous serons rejoints par la suite par deux chroniqueurs étudiants comme d'habitude de l'ESAF. Donc il y aura Khouloud qui va nous rejoindre et puis Mohamed. Donc Jannah, مرحبا بك. أهلا فيك. مرحبا وليد. Alors, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Jannah, en fait, j'aimerais bien. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu en fait? J'aime bien que les gens se présentent avec leurs propres mots. Qui es-tu, Jannah? Alors, la question difficile, non? Je suis en ce moment pas mal de choses, ou en tout cas, j'aime bien pour l'instant avoir plusieurs chapeaux. Graphiste de profession, aussi illustratrice et artiste visuelle, et bien sûr enseignante. Je suis libanaise. Et j'ai grandi un peu en France, au Liban, et puis j'ai voyagé un petit peu. J'ai d'autres pays d'accueil. Et voilà. Et je suis ravie d'avoir rejoint les AF. Donc, ça fait quelques mois que je dirige le département. Oula, je crois que vous entendez les bruits béroutins là. Et donc, et voilà. C'est tout pour l'instant, je pense. Ok, donc Jannah, j'aimerais bien te poser une question un peu dans le sens de rapprocher plus les gens du sujet. Qu'est-ce que le design graphique dans un sens en fait, comment on pourrait expliquer le design graphique au commun des mortels dans un sens parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de cette profession, de cette spécialité. Les gens confondent avec d'autres corps de métiers qui s'en approchent. Donc, qu'est-ce que le design graphique? Oui, c'est souvent une question qu'on a surtout dans des pays où ça s'apprend depuis peu. Et le design graphique, c'est plein de choses en fait. C'est tout ce qui a rapport avec l'image publique et la communication visuelle. Et ça a plusieurs branches. Donc, dans tout ce qui est imprimé, le design graphique a rapport avec l'édition, les publications, les journaux, les magazines, les maisons d'édition. Bien sûr, le gros boom du design graphique aujourd'hui, c'est le branding. Donc, c'est aussi toutes les identités visuelles, les logos et tout ce qui vient autour. Le design graphique, c'est aussi tout ce qui se passe sur écran. Et en fait, la définition la plus simple, c'est la relation image et texte sur plein de supports et de médiums très différents qui peuvent être en mouvement ou animés ou imprimés et qui sont dans un but principal de communication avec une audience. Donc, qui ont toujours une relation avec l'échange et le public et la masse, etc. Et je pense aussi que c'est bien d'imaginer qu'en fait, la définition principale ou dominante du graphisme aujourd'hui, elle est vraiment liée au monde des corporations, mais que le design graphique a une histoire aussi, ou un héritage qui vient du monde de l'art et qui a plein d'intersections entre les arts visuels et le graphisme, et que et que la différence entre les deux est assez nouvelle. Là où on dit ça c'est du graphisme, ça c'est de l'art. Et je pense que c'est bien de se rappeler qu'il y a cette connexion. Surtout dans nos régions, je crois qu'au Maroc comme au Liban, il y a eu une période où beaucoup d'artistes ont commencé à faire du graphisme, alors qu'aujourd'hui, ou même des calligraphes, de la typographie, et aujourd'hui c'est beaucoup plus séparé. Donc j'imagine que le design graphique est beaucoup plus présent dans la vie des gens que ce qu'ils n'imaginent. Et beaucoup plus présent dans la vie courante des gens. Donc, ils sont beaucoup plus en contact avec le design graphique que ce qu'ils n'imaginent. Donc,
C'est sûr que c'est très présent, oui, bien sûr. De logo à flyer, à annonce télévision, à publicité, à générique de film, à mise en page de journaux, entre autres. Et alors, mais par contre, la deuxième question que j'aimerais poser, qu'est-ce que le design graphique pour Jannat Trabelsi? Parce que j'imagine que chaque graphiste a sa manière d'aborder le design graphique. Bah déjà, je suis quelqu'un qui, ça peut être peut-être intéressant pour les étudiants, c'est que j'ai un peu détesté le design graphique à un moment dans la vie, au moment où je l'ai étudié et quand j'ai terminé, parce que ma passion, c'était le dessin et que j'ai appris plein de choses qui m'ont éloignée du dessin et rapproché de l'ordinateur. Et puis, je me suis réconciliée avec le graphisme d'une façon maintenant qui m'a beaucoup, pas maintenant, il y a des années déjà, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais un grand problème à utiliser le graphisme principalement pour des raisons commerciales. C'est pour des raisons politiques et éthiques, en fait. La publicité, j'ai travaillé pendant 1 an dans la publicité et dans un pays qui était aussi en crise économique, qui l'est toujours. Et du coup, j'avais l'impression que j'utilisais mes atouts créatifs à des fins qui n'étaient pas celles qui m'intéressaient le plus. J'ai pu me réconcilier avec ça quand j'ai utilisé le graphisme principalement dans le domaine du culturel, du social et du politique. Donc, ma relation à mes collaborateurs n'était pas une relation de client et de graphiste, mais plutôt une relation de... On faisait des projets ensemble, en fait. Donc, j'utilisais mes compétences créatrices à des projets auxquels je croyais vraiment. Et souvent, je suis devenue membre d'associations pour lesquelles j'ai travaillé, ou bien même je me suis joint à des équipes de maisons d'édition, etc. Donc, la première chose, c'est que pour moi, le design graphique m'a beaucoup plus intéressée à ces fins-là, dans ces domaines-là. La deuxième chose qui, pour moi, est spécifique à mon travail en tant que graphiste, c'est créer tous les éléments du graphisme, c'est-à-dire que je fais de l'illustration, je fais du lettrage et de la typo, et donc, j'ai développé une relation d'auteur par rapport au graphisme, où je ne travaille pas, je travaille pas toujours avec des photographes, des typographes, et je fais juste la mise en page ou de la direction artistique, mais je crée tous les éléments de base. Et donc, ma réconciliation aussi avec le design, ça a été de rester artiste, on va dire, de rester auteur de ce que je crée. Voilà. Ok, donc en fait, je voudrais en profiter parce que là, il y a un peu de monde qui nous a rejoints. Donc, je dis un peu rebonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et Janna y répondra avec plaisir à la dernière demi-heure de ce live. Peu importe la langue, que ce soit, bon, à la limite du français, l'arabe et l'anglais. Parce que je peux faire l'espagnol, mais on ne va pas tous se comprendre. Ok. Et donc, alors, Janna, tu es graphiste et tu évolues dans une métropole arabe, Beyrouth. Et aujourd'hui, en fait, tu as beaucoup plus de liens avec le Maroc vu que tu es la nouvelle directrice du département de design graphique de l'ESSAV Marrakech. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le graphisme dans le monde arabe, en fait? Tu sais, je pense qu'il a des spécificités aujourd'hui. Donc, comme tu as dit, c'est quelque chose de nouveau dans le monde arabe. La notion que le graphisme s'apprenne. Je pense qu'on est en train de créer de nouveaux codes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça, les points en commun entre Beyrouth, Casablanca, Marrakech, les divergences Je pense, je vais d'abord un peu parler de Beyrouth et puis raconter les liens que j'ai un peu pu faire avec le Maroc. Mais je pense qu'à Beyrouth, on a une énorme crise d'identité qui se reflète aussi dans notre langage visuel. Je crois qu'au Maroc, elle existe aussi peut-être différemment. Après, je l'explique de plusieurs façons. Je crois que ça a un rapport avec notre passé, entre autres, tout pays qui a un passé colonial. La première grande manifestation de ça qu'on discute souvent, c'est bien sûr la langue, notre relation à la langue. Typiquement, on est là en train de parler en français. Voilà, au Liban, français, anglais, arabe. Et au Maroc, vous avez bien sûr aussi l'amazigh
et l'espagnol aussi dans certaines régions. Donc ça influe bien sûr les langues qu'on utilise dans la communication. Après, il y a aussi aujourd'hui le genre d'économie qu'on a. Je crois qu'au Maroc, le tourisme ou au Liban, une économie très libérale, ça a beaucoup d'influence sur à quoi on utilise le graphisme, à quelle fin en fait. Je dirais que nous, on a un espèce de... on a eu un courant assez important, c'est que dans les années 90, ou en tout cas après la guerre, il y a eu un boom d'écoles de graphisme et de programmes de graphisme au Liban. La plupart de ces programmes étaient très influencés par les écoles de graphisme européennes ou américaines, que ce soit que ce soit le Bauhaus, l'école suisse, ou bien les écoles américaines des années 90. Et donc, on a enseigné et on a appris le graphisme influencé par cette compréhension de qu'est-ce que c'est le design, comment ça s'apprend. Nos références visuelles ont été principalement ça. Et puis, au bout d'années, on s'est rendu compte que oui, mais en fait, on a un passé au Liban où on a des artistes visuels qui ont travaillé dans le graphisme. Il y a des courants artistiques modernistes arabes de l'Irak au Maroc, au Liban, qui se sont posés des questions sur leurs identités. Et je crois qu'on a eu une espèce d'autre vague qui a été l'influence de l'Iran aussi. À un moment, sur la scène globale du design, il y a eu beaucoup de graphisme iranien et aussi de photos, de films et d'art visuel iranien. Et j'ai l'impression qu'au Liban, à un moment, on a eu ces deux courants. C'est-à-dire que une grande influence au niveau du graphisme européen ou américain. Et puis un jour, on a regardé le graphisme iranien, on a dit ah oui, mais là c'est la même écriture qui est utilisée. Il y a plein de choses en commun en relation à la composition, au choix de couleurs. Et je crois qu'on s'est perdu un peu entre les deux. Ça, je crois que c'est assez typique du Liban. Au Maroc, j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal d'autres influences. Il y a toute la relation avec l'Afrique, bien sûr. Et il y a donc, je ne sais pas si c'est aussi une crise d'identité, mais c'est aussi le même genre de problématique, en fait, qu'on discute peut-être pas assez, c'est nos langages visuels ont une culture. Ce n'est pas juste la langue qu'on parle qui a une culture, mais c'est aussi quel choix on fait visuellement. Et je crois que dans le monde arabe, c'est quelque chose qui est encore en questionnement. Qu'est-ce que c'est le langage visuel déjà d'un monde arabe qui est construit, donc d'une vingtaine de pays qui parlent une langue linguistique commune, mais qu'est-ce qu'on a de commun visuellement? Et si ce n'est pas, en tout cas dans le monde arabe, je crois que la plupart des pays où aujourd'hui on enseigne et on pratique le graphisme ont des questionnements sur la relation culturelle ou historique de leur langage visuel contemporain avec tout ce qui existe autour et tout ce qui a existé avant. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, non, je te suis parfaitement. Alors, en fait, j'aimerais bien, en fait, et là, à partir de là, si tu veux montrer quelques images, parce que je pense qu'on est sur quinzaine de minutes, je pense que les gens commencent à être impatients, veulent voir visuellement à quoi ressemble ce qu'on dit. Là, en fait, j'ai remarqué que depuis quelques années déjà, en fait, il y a un engouement vers ce qui est la typographie arabe. D'ailleurs, à l'ESSAV, je pense que c'est très. Il y a un master qui est très ancré là-dessus. Pourquoi y a-t-il cet engouement aujourd'hui? Pourquoi en fait c'est devenu si important? Tout le monde s'intéresse à ça. Il y a une émergence de nouvelles vagues, peut-être de typographes et de graphistes qui s'intéressent à la typographie arabe. D'où ça vient? Je vais mettre une image déjà, comme ça on aura. Je pense que la relation à la typographie, en fait, je vais en mettre une en parlant et puis après, je pense que c'est une façon de. Je crois que c'est le signe le plus clair d'une appartenance culturelle. Donc, on parle moins du graphisme arabe, c'est-à-dire que dès que je mets de la calligraphie ou de la typographie dans n'importe quel design, j'affirme de façon claire l'appartenance arabe de ce graphisme.
Et des fois, ça trompe un peu parce qu'on a des mises en page qui sont pas du tout, qui n'ont pas vraiment de lien culturellement avec le reste, mais juste où il y a de la typo arabe. Là, je vous montre juste un exemple. Ça, c'est un travail plutôt calligraphique que j'ai fait, mais on va dire que c'est du lettrage parce que je fais pas autant de calligraphie classique, mais plutôt du lettrage un peu libre. Moi, je suis moins portée sur la typographie et la calligraphie que je suis portée sur la mise en page arabe. Je vais vous montrer quand même ce projet depuis le début. C'est un magazine que j'ai cofondé et dont je suis directrice artistique, qui est distribué dans le monde arabe, qui s'appelle Bidayat. Et pour pouvoir faire cette mise en page, j'ai fait pas mal de recherches sur le graphisme de manuscrits ou de livres du début de la période imprimée pour comprendre qu'est-ce que voudrait dire une mise en page qui est en lien avec d'autres visuels de la région. Typiquement ici, par exemple, l'image de gauche avec les points entre les mots, c'est pris des manuscrits classiques qui commencent avec le Coran où on met des points entre les sourates, ben soura ou soura, non, ou bien ce que vous voyez à droite, c'est l'utilisation de la kashida qui est une façon de faire un énorme espace entre les lettres arabes pour pouvoir faire des alignements, mais utilisé de façon plutôt esthétique. Le travail en bas à gauche, c'est les sections du magazine que j'ai écrites à la main, donc en lettrage libre. À droite, c'était une des découvertes de ma recherche. En fait, de la même façon dont les lettres latines ont l'italique pour utiliser moins de place, le livre arabe a une grande tradition d'utilisation des marges, et je peux en parler, et souvent penché comme ça pour pouvoir mettre plus de mots dans les marges. Et donc, ça, c'était un dossier. Voilà un exemple ou un essai de faire de la visualisation du data design, mais avec une esthétique un peu plus basée sur l'encre. Et ça, ce sont les pages d'ouverture des sections. Voilà du travail aussi de lettrage et de calligraphie. Donc, je pense qu'en fait, la relation à la lettre arabe est assez à la mode aujourd'hui aussi parce que, contrairement au latin, aux lettres latines, adapter la calligraphie à la nouvelle technologie est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire que n'importe quel graphiste aujourd'hui, je vais parler de ce projet maintenant, rencontre beaucoup de problèmes techniques et visuels à utiliser l'arabe sur les nouveaux outils. Donc, les logiciels et les ordinateurs ne sont pas réfléchis pour les caractéristiques de la langue arabe. Donc, il y a une grande discipline de recherche de la typo arabe où on essaye de réfléchir comment utiliser, comment garder l'essence et la beauté de cet art qu'est la calligraphie arabe sur ces nouvelles technologies. Ça, ce projet, c'est un projet artistique que j'ai fait qui était une recherche sur l'histoire des manuscrits. Ça s'appelle Ktab el-Hawamesh, le livre des marges. Et là, je peux parler un petit peu plus voilà comment il était exposé. C'était une commission pour un centre culturel à Beyrouth. Basé sur l'idée des manuscrits. En fait, c'est ce manuscrit, donc il était basé sur une collection privée où des artistes contemporains étaient invités à réagir. Et en fait, j'ai découvert ce Coran qui avait une cicatrice. Vous la voyez, je pense, vers la droite. Je ne sais pas si elle est claire. C'est comme un pli. Et donc, je me suis intéressée à tous les éléments un peu marginaux. Voilà quelques pages du livre. Et en fait, ma recherche inclut 3 chapitres. Ça, c'est chapitre 1 est à l'intérieur du chapitre 2, donc 2 est en bleu et 1 en noir. Et c'est une de mes découvertes durant cette recherche, c'est
beaucoup de livres anciens arabes où il y a où la lecture ne se fait pas seulement de façon linéaire, une page après l'autre, mais aussi entre le centre et la marge. Donc souvent, enfin n'importe qui connaît peut-être ça, le Coran a dans les marges ce qu'on appelle le tafsir, et puis plein de livres aussi profanes ont gardé cette tradition. Donc voilà plusieurs images. Ici, c'est un exemple j'ai fait un peu de recherche sur la création du parchemin, comment on coupe l'animal, puisque j'ai découvert cette cicatrice. Aussi, les mots que vous voyez en bas dans des petits rectangles bleus, c'est une des caractéristiques des anciens livres où le premier mot d'une page était répété sur la page précédente en bas. Et donc ça a aidé à l'oralité, surtout quand on tournait les pages. Donc si je suis en train de lire ou bien dans la pratique du tajwid, de la lecture orale, je n'avais pas entrecoupé le temps de tourner une page. Ici, j'ai découvert que les encriers doivent être ronds pour pas que l'encre reste dans les coins. Donc ça, c'est toute ma recherche sur les pratiques du scribe et du livre. Je vais continuer, puis toi, tu parles, Walid. Donc ce que j'aimerais souligner, en fait, c'est quelque chose que j'avais noté et qui est pour moi important. En fait, et tes travaux me rappellent ça. C'est qu'en fait, je trouve que c'est très beau ces documents en fait que tu nous présentes où l'arabe est toute seule, indépendante et n'est pas obligée de cohabiter avec d'autres langues et d'autres typographies. Et ça me rappelle une question en fait que j'allais zapper autrement. J'imagine qu'un peu comme le Maroc, au Liban aussi, en fait, vous avez ces campagnes, tout ce qui est graphique, où on fait cohabiter plusieurs langues sur un même support. Et il me semble que c'est quelque chose d'assez difficile en réalité, cet exercice. Le bilinguisme ou le multilinguisme, tu peux dire. Oui, le multilinguisme sur un seul support. Sur un seul support, oui, en effet. Mais je pense que c'est aussi un des défis très intéressants que l'on a en commun dans ces pays. Après, je crois que ça peut prendre plusieurs sens. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je n'étais pas du tout intéressée de m'adresser à une audience non arabophone, bien que moi-même, je suis enfant de migration et aussi avec mes limites par rapport à la langue arabe. Je l'ai apprise tard ou de façon compliquée en tout cas. Mais je crois que le bilinguisme ou le multilinguisme a des fonctions et n'existe pas toujours, et souvent utilisé de façon symbolique, c'est-à-dire au Liban, on utilise des fois l'arabe dans on va dire, dans des produits graphiques en fait, que tout le monde lit en français ou en anglais, et ça devient presque un symbole de dire qu'on a utilisé l'arabe. Et souvent, c'est de la traduction. On a, je pense, la même problématique au Maroc, c'est que l'éducation de bonne qualité est souvent privée, l'éducation privée est souvent étrangère, et donc, et on a un espèce de complexe comme ça où c'est bien d'apprendre le français ou l'anglais parce qu'il faut voyager et qu'on est dans la marge et qu'on est des pays et des langues et des cultures un peu mises de côté. Et donc en fait, on pense tous en français ou en anglais. On réfléchit, on en a parlé toi et moi, on réfléchit dans une autre langue et ensuite on traduit. Et moi, je fais aussi ça. Et j'essaie de le combattre à travers mon travail de graphiste. D'ailleurs, en fait, je fais souvent ce constat. Je sais que tu n'es pas du tout dans le graphisme commercial, mais par exemple dans les campagnes publicitaires, tout ça, en fait, quand l'arabe arrive, on a toujours l'impression que c'est la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire en fait que les concepteurs, rédacteurs pensent en français ou en anglais, et qu'en fait l'arabe n'est qu'une traduction et pas une adaptation, tu vois, de cette idée qui a été trouvée dans une autre langue. Et je pense que ça impacte beaucoup l'idée. Je pense que c'est beaucoup le cas dans la publicité, dans le domaine de la publicité, toute l'idée des slogans. Après, il y a une nouvelle mode un peu récente de revenir, par exemple, au Darija au Maroc ou au Amia au Derij au Liban,
d'essayer de l'écrire pour faire des slogans qui parlent avec le peuple, c'est un peu ça l'idée. Mais il y a aussi ça dans le cinéma au Liban, je ne sais pas si c'est le cas au Maroc, où le style cinématographique ou même des fois les dialogues sont traduits et c'est complètement bizarre. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus que le côté texte ou langue, c'est ce qu'on discute moins, c'est le visuel. C'est que même nos images sont étrangères. Elles ne sont pas nos compositions, nos choix de couleurs, ce qu'on produit visuellement. Je crois que c'est ce qui est plus dur à dénoncer. C'est là où c'est plus dur de dire ah ça nous ressemble, ça moins, ça a telle influence et ça pas. Et je crois que le plus grand défi, c'est bien sûr le mélange de tout ça. C'est comment accepter que on n'est pas obligé de revenir à une source avant le mélange culturel, mais comment être contemporain et comment accepter le mélange entre plusieurs cultures et langues. Comment faire ça? Ok, donc je vais passer la parole à Mohamed pour qu'il soit notre premier chroniqueur cet après-midi. Donc, Mohamed, je vais lui demander d'activer son micro et de prendre la parole. Bonsoir. Je commence par me présenter. Je m'appelle Mohamed Zaki, j'ai 21 ans. Je suis étudiant en troisième année à l'ESAV Marrakech, filière du graphisme. Moi, j'avais commencé à découvrir les métiers du graphisme à un très jeune âge. Et j'avais commencé à travailler en freelance à l'âge de 14 ans. J'ai fait un bac en art appliqué. Après, je me suis intégré à l'ESAV afin de booster mes compétences et découvrir de nouvelles méthodologies de travail. Je m'intéresse particulièrement par l'illustration et en observant ton travail, ce qui m'intéresse le plus, c'est ton style. Tu as un style très, très unique et on sent que ça a une identité assez forte présente partout dans tes travaux. Ce que je veux savoir, c'est comment tu as réussi à trouver ta touche et ton approche personnelle à toi. Genre, quelles sont les étapes que tu as suivies pour réussir à le faire? Ok, merci Mohamed pour la question. J'essaie de montrer des images en même temps, Walid, peut-être, non? Oui. Et en fait, je profite du temps que tu mets en place les images pour rappeler aux gens qui peuvent poser leurs questions que tu y répondras en fin de live. يعني la dernière الساعه الاخرى ديال اللايف غتكون مخصصه للاسئله يعني يمكن لكم تسولوا اسئله بالعربيه بالفرنسي بالانجلي جنا هتجاوبكم عليهم في الاخر ديال اللايف et je vous remercie encore une fois de nous suivre. ما راح احكي باللبناني راح اكمل بالفرنسي. On se comprend tous. Mais d'abord, juste petit test, est-ce que vous voyez mes images en plein écran? Elles sont claires? Oui, très bien. Mohamed, ma première réponse à ta question, c'est que moi, je ne considère pas que j'ai trouvé un style. Et donc, c'est bien que ça apparaît comme ça. Parce qu'en fait, c'est une question piège, je crois. Plein d'illustrateurs ont l'impression que la réponse ultime, c'est trouver son style. Alors que la plupart des artistes, à mon avis, que ce soit cinéma, que ce soit art visuel, ont souvent un problème, c'est des fois de rester coincé dans un style. C'est-à-dire, des fois, tu trouves la formule qui fait que ça y est, ton travail a peut-être a plu même, c'est parce que finalement, tu le donnes à une audience aussi. Et puis, tu restes coincé parce que tu n'oses plus faire autre chose et tu prends plus de risques et tu te retrouves à dessiner le même genre de choses tout le temps avec le même genre d'outils et tout. Donc, moi, ma plus grande peur, c'est de trouver mon style. Et je dis ça parce que peut-être ça peut être intéressant pour, si c'est le genre de questionnement que tu as, tu vois, comment trouver cette voie qui est la tienne. Moi, je pense que enfin, dans ma recherche ou dans mon parcours, ça a été plusieurs choses. La première chose, c'est plus une voie dans le sens d'une approche qu'un style visuel. Je ne suis pas tellement intéressée par créer ou répéter juste une esthétique, mais plutôt être honnête envers une même approche, on va dire.
Et puis, je peux essayer de la décrire un peu parce que quand même, avec le temps, je sais ce que... Je crois que mon travail visuel est très proche du graphisme dans le sens où il lie toujours texte et image. Enfin, pas toujours, mais il est souvent très proche ou inspiré du texte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, mes outils préférés sont des outils assez simples et c'est souvent du travail plutôt manuel que digital. Après, par exemple, je reviens en arrière, la première image que j'ai montrée, je l'ai dessinée à la main, mais je l'ai coloriée digitalement. Ça, c'était pendant le confinement, où j'avais l'impression qu'on avait échangé de rôle avec les oiseaux, non? Ils étaient dehors à nous regarder, nous, en cage. Donc, j'ai fait une petite série comme ça. Je crois que c'est plus, par exemple, je suis toujours intéressée de créer des commentaires sur mon quotidien. Des fois, c'est des choses assez personnelles et intimes. Des fois, c'est des choses assez politiques. Ça, c'est la destruction de la ville d'Alep en Syrie, Halab. Ça, c'est rien. Des îles. J'étais sur une île et j'ai des styles de calligraphie. Donc, ça, c'est un poème d'un poète syrien. Et donc, oui, donc je crois c'est... Oula, pardon. Je crois que je suis surtout intéressée par cette relation entre l'œil, la main et l'outil, les outils simples. Le digital l'ordinateur est une machine qui me complique la vie pour dessiner. Et surtout, j'ai l'impression que souvent, l'ordinateur est utilisé pour imiter ce que font d'autres outils. Alors que je trouve que le plus intéressant dans le digital, c'est de l'utiliser vraiment pour ses compétences. Si j'utilise l'ordi pour recréer ce que fait le pinceau, ça devient du pastiche. Autant utiliser le pinceau. Et je pense que c'est une genre d'honnêteté ou de sincérité, ça. C'est beaucoup plus facile d'utiliser un ordinateur pour faire des choses que de faire à la main. Mais en fait, il y a une perte. Et cette perte, c'est qu'il y a du faux et on le sait et on le sent. Et alors que je pense que l'ordi a plein de choses à offrir au niveau du pixel, au niveau de la précision, au niveau de... Ça, c'est des dessins de Beyrouth que j'ai fait pour un livre publié avec une maison d'édition marseillaise. Alors peut-être qu'il y a une autre chose à un niveau du style, pour pas que je fasse semblant d'avoir vraiment aucun style, mais je crois qu'il y a quelque chose que j'ai découvert avec le temps dans mon questionnement de comment est-ce que mon image est en lien avec la région où je la crée et en lien avec une histoire aussi. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai un plaisir assez obsessionnel à faire des détails et surtout des choses qui sont très décoratives. Donc, je me suis retrouvée avec le temps à toujours casser le figuratif. Donc, même si je dessine une ville, et ça c'est vraiment en Beyrouth, où c'est le bordel, où il y a trop d'urbanisation et il y a plein de fils électriques, et bien tout d'un coup, les fils électriques commencent à casser les voitures. Je ne sais pas si c'est très clair dans l'image. Et j'utilise, ou même le poteau qu'on voit en bas, près de la phrase, ils ont des petits points et des petites lignes. Enfin, tout est toujours une excuse pour décorer, en fait. Ça, c'est un autre exemple où j'aplatis, en fait, souvent les dessins pour qu'ils deviennent plus proches de motifs ou d'ornements ou de... Et des fois, pas tant que ça. Hein. Enfin, celle-là, peut-être un peu moins. Ça, c'est pour une bande dessinée que j'ai publiée avec la revue libanaise Samandal. En fait, c'est un concours intéressant. C'est 24 pages en 24 heures qui se font un peu partout dans le monde. Et donc, c'est une ville piano. Ici, c'était plutôt pour montrer ma relation à l'écriture aussi. Mais comme tu vois, ma ville, tout d'un coup, je l'aplatis, j'en fais un motif, je fais plus de fenêtres que c'est possible physiquement. Ça, c'est l'image que j'ai montrée avant, qui a été faite en graffiti, en stencil, qui dit parce qu'ils veulent tous voir la mer, on ne peut plus voir le ciel, sur les problèmes des grandes tours qui sont construites à Beyrouth.
Oula, je ne sais pas si elle est pixelisée chez vous. Non, pas du tout en fait. لأنهم يريدون رؤية البحر لم نعد نرى السماء. Voilà, c'est celle-là. Et ça, c'est un dessin du Yémen. J'ai voyagé au Yémen et puis voilà ce que ça m'a inspiré. Ça aussi, les Yéménites portent souvent la jambia, qui est ce couteau qu'ils mettent dans leur ceinture. Et puis, j'ai assisté à des concerts un peu dans la rue. Donc voilà, c'était un mélange entre les partitions et ça aussi, c'est la relation à l'encre, à la main, je sais pas, un mélange entre texte et image, où il y a un moment où j'ai fait une série comme ça. Peut-être ça, je sens que ça, c'est plus mon style que d'autres choses que j'ai montrées, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mohamed. Ouais, c'est clair. Okay. Moi, j'aimerais rebondir sur ces dernières images qu'on vient de voir, Jana, parce que certaines de tes illustrations m'ont fait penser à la bande dessinée. Alors, qu'en est-il de la bande dessinée dans le monde arabe aujourd'hui? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait quelques magazines en langue arabe, typiquement, qui nous venaient du Moyen-Orient et qui étaient très axés sur la bande dessinée. Bon, je parle de bande dessinée commerciale assez simple. Et puis, à un moment, ça a disparu. Mais ces dernières années, j'ai comme l'impression qu'il y a des initiatives un peu partout dans le monde arabe où des jeunes collectifs se mettent à la bande dessinée d'auteurs avec des petites tentatives de magazines ou de création de collectifs. Je pense que toi aussi, tu as un lien avec, ou tu as déjà été impliqué dedans. Est-ce que tu peux nous dire de ça? Est-ce qu'il y a un vrai avenir pour la BD dans le monde arabe? Je vais répondre à la première question et après la deuxième. Mais oui, tu as raison. Il y a eu un boom. Enfin, il y a eu des vagues, disons, de bande dessinée dans le monde arabe. Après, je suis pas très précise ou très portée de façon précise pour exactement expliquer où, quand et quoi. Mais je sais que bien sûr en Égypte, mais aussi en Libye et même au Liban, il y a eu des vagues, il y a eu les années 50 et puis il y a eu les années 70, où il y avait beaucoup de traductions déjà. Et ça, c'est important peut-être c'est une différence avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc les Superman et les Mickey et tout ça. Et puis de traduire en arabe Fosha bien sûr pour être distribué dans plusieurs pays arabes. Mais il y avait aussi des initiatives et des illustrateurs du monde arabe. Je connais plus l'Égypte qu'ailleurs, mais l'Égypte ont fait des merveilles. Et puis, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un vide. Au Liban, c'est sûr que pendant la période de guerre qui était quand même une quinzaine d'années, il y a eu un vide. Et je crois que un peu comme ce qu'on disait pour le graphisme, il y a eu un retour assez récent de bande dessinée qui aussi était en rupture avec le passé de la bande dessinée de ce pays. Au Maroc, je ne sais pas très bien, mais au Liban, c'est sûr qu'il y a eu ça. Donc, c'est comme si ces nouvelles, exactement comme pour le graphisme, c'est comme s'il y a un nouvel intérêt, et ce nouvel intérêt, souvent, il se tourne vers certaines régions du monde, mais il a beaucoup de mal à faire un lien avec son passé. Je sais que les initiatives contemporaines que je connais, donc celle à laquelle j'ai participé au Liban, c'est Samandal, mais qui se distribue dans plusieurs pays arabes, qui est une revue multilingue, et c'est dur de faire du multilingue en BD, distribuée dans plusieurs pays. Samandal est un truc assez particulier, c'est que ça a commencé comme un open call pendant des années, et c'était une petite revue comme ça, pas du tout chère, qui a donné l'occasion à plein de gens de se découvrir. Et moi, j'en fais partie parce que je n'avais pas fait de bande dessinée avant ça. Je suis vraiment une graphiste. Et puis, et qui a changé à un moment de ligne éditoriale et qui aujourd'hui revient un peu vers ses débuts, mais pendant un moment a décidé de faire des anthologies de bande dessinée plus indépendantes et de la narration plus poussée. Donc, il y a eu vraiment l'idée de, puisqu'il n'y a pas d'occasion de faire de la BD au Liban, on ouvre à tout le monde. Et puis, petit à petit, maintenant qu'il y a des gens qui se sont découverts, on commence à faire des trucs un peu plus… Et puis, en Égypte, il y a Tok Tok,
qui est aussi une super revue. Et les Égyptiens, je pense, par rapport aux Libanais, ont tout un autre style parce qu'il y a une grande histoire du dessin éditorial en Égypte. Et puis, on le sait, les Égyptiens ont un humour incroyable que les Libanais n'ont pas toujours, ou pas de la même façon. Ça, je vous montre une des bandes dessinées que j'ai, la première d'ailleurs que j'ai publiée dans Samandal. Et puis, au Maroc, je sais qu'il y a Skef. D'ailleurs, il y a eu une collaboration. On me dit à l'oreillette qu'il y a eu une collaboration entre Skefkef et Samandal. Oui. Après, je suis plus trop. Oui, il y a pas mal de collaborations qui se font entre tous ces collectifs qui s'appuient et qui sont peu en fait. Et il y en a d'autres. Maintenant, j'ai oublié certains noms, mais je crois qu'en Tunisie, il y a. Au Maroc, il y a d'autres aussi, je pense. Il y a un boom. Les images que je montre, moi, c'est un travail, mon travail de BD n'est pas du tout, j'allais dire classique, mais enfin, pour être honnête, c'est juste que je ne sais pas faire de la BD, donc je fais, donc ça me donne la liberté de faire les choses un peu autrement. J'ai mis juste 2 pages, je crois, ici, dans cette sélection. Mais donc, je ne sais pas faire des bonnes cases avec des personnages qui bougent et des bulles, mais comme je racontais pour l'illustration, j'aime bien casser tout le temps la grille pour en faire quelque chose de plat, de décoratif. Voilà, ça c'est un exemple. Je vais continuer à bouger les images pour que ce soit plus intéressant peut-être pour le… Mais en fait, non, mais je reviens à l'autre partie de la question. En fait, quand j'ai parlé de y a-t-il un avenir pour la bande dessinée dans le monde arabe, c'est moi ce que j'y vois, c'est cette facilité. C'est un support assez en fait facile comparé par exemple au cinéma pour raconter des histoires, pour créer des héros. Et surtout, en fait, je parle pour il y a la bande dessinée d'auteur, mais aussi il y a les graphistes et les illustrateurs travaillent aussi sur des bandes dessinées qui sont destinées à un jeune public. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai manque, en fait, surtout chez le jeune public de tout le monde arabe, de figures héroïques ou de personnages qui leur ressemblent. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que la bande dessinée peut combler. C'est intéressant que tu dis ça parce que ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'il y a aussi toute une nouvelle série d'outils et de technologies qui ont remplacé ça. Je pense qu'on fait peut-être partie des générations qui ont passé des heures les dimanches au lit avec des BD ou même ou s'inscrire à une revue de BD. Enfin, quand elle arrive à la maison, c'est un truc incroyable. Mais je pense aussi qu'on parle maintenant d'une génération qui a d'autres outils et qui a d'autres genres de héros aussi, ou peut-être d'autres narrations, d'autres genres de… Je sais pas. Je sais pas si la BD trouve cette place. Et j'ai l'impression aussi que les initiatives dont on parle ont insisté à ne pas minimiser ou à ne pas réduire la bande dessinée à l'enfance et à l'adolescence. Je crois qu'il y a aussi pas mal de BD pour adultes dans les exemples qu'on a donnés. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça dans le monde arabe, des tentatives de la BD. Et en fait, et qu'on délaisse le jeune public. Et je trouve que, tu sais, pour des pays qui se plaignent souvent, parce que je ne sais pas si c'est le cas pour le Liban, mais il y a ce conflit de génération, de dire qu'il y a des générations de plus en plus inintéressées par la culture. Je trouve qu'on ne s'occupe pas assez des jeunes en créant du contenu intéressant pour eux aussi. C'est vrai que oui, tu as raison en fait. Peut-être aussi que des fois, on a pris des chemins réactionnaires à notre histoire. C'est-à-dire que la bande dessinée était tellement, comment on dit, juste pour une audience jeune. Il y a eu un gros mouvement qui a voulu questionner ça, surtout à cause de l'influence, j'imagine, franco-belge de la bande dessinée plus adulte. Et peut-être le monde arabe a pris ce chemin un peu en réaction pour arriver à faire de la BD principalement adulte, et on a un peu laissé les enfants. Et je crois aussi que il y a eu aussi tout un autre boom qui est la littérature, qui est les dessins pour enfants, bien sûr, l'illustration pour enfants qui s'est complètement séparée de la BD. Mais c'est vrai, j'y ai pas pensé, et je pense que c'est un débat intéressant en soi, cette relation à la bande dessinée à l'enfance.
Alors, je pense que je vais passer la parole à Khouloud, qui va faire, en fait, pour la deuxième chronique de cet événement. Donc, Khouloud, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, je m'appelle Khouloud Hajri, je suis une jeune graphiste et étudiante à l'ESSAV Marrakech en troisième année. Après avoir mon bac scientifique, j'ai intégré une formation pour faire du marketing et de techniques de commercialisation. Et c'est là où j'ai découvert le graphisme dans sa dimension plutôt commerciale. L'identité de la marque, branding, etc. Puis, en intégrant l'ESSAV, j'ai découvert plein d'autres dimensions du graphisme, comme de la mise en page, de la typographie, du graphisme culturel ou bien d'auteur, etc. Alors, en regardant votre travail, Jana, j'ai vu plein d'affiches et de publications politiques qui m'ont fascinée. Et du coup, je me demande, est-ce que vous étiez dès le début une graphiste engagée ou bien existe-t-il un événement dans votre vie qui a fait cette révolution et ce changement? Ah, super la question. Ça va m'obliger à faire les choses autrement que prévu. Attends. Alors, est-ce que je suis engagée? Je montre une image parler et après je réponds. En fait, ce qui est sûr, c'est que… Est-ce qu'on la voit, cette image? Ouais. Moi, je voudrais juste en profiter un tout petit peu avant que tu te lances pour rappeler aux gens qu'ils peuvent poser leurs questions sur le live Facebook et que tu y répondras dans une quinzaine ou une vingtaine de minutes pour la dernière partie de notre événement. Bon, je te rends la parole. Merci. Ce qui est sûr, c'est que je viens un peu d'un milieu politisé, en tout cas dans ma famille, bien que j'ai rejeté ça ou ignoré ça pendant un moment. Donc, pour être juste envers comment on dit, mon background, la politique, elle vient pas que de moi. Enfin, elle vient un peu de… Mais non, au début… comme j'ai expliqué avant, je ne savais pas trop quoi faire du graphisme quand j'ai terminé l'université parce que justement, je n'avais pas des causes politiques explicites, mais je crois que j'avais probablement un penchant vers une certaine vision de quoi faire de l'artistique. Mais l'événement qui a été important pour moi, en fait, c'est cette image, c'est-à-dire qu'en 2005, j'ai une amie qui est devenue éditrice d'un supplément, un supplément pour jeunes dans un des principaux journaux au Liban. Et elle m'a invitée à dessiner. Donc moi, je dessinais, je faisais des petits gribouillis sur des carnets un peu toute ma vie. Souvent, c'était des cadeaux pour des amis, pour leur anniversaire, ou voilà, ou dans des, je sais pas, dans des moments qu'on passait ensemble, je dessinais. Et puis, elle m'a proposé de faire des dessins pour le journal. Et ça, c'est le premier dessin que j'ai… Oh, non, c'est même pas celui-là. Ça, c'est le deuxième. Mais c'est pas grave. Je vais parler du premier et puis je raconterai ça. En fait, elle m'a proposé de dessiner dans le journal et j'ai commencé à raconter des histoires personnelles. C'est-à-dire que, je vais voir si j'ai l'autre, mais j'ai commencé à raconter des liens entre ma vie personnelle et la politique. Donc, le premier dessin que j'ai fait, qui n'est pas celui-là, mais c'est la même série, parle du fait que le texte dit que je suis tombée amoureuse d'un garçon qui était amoureux fou des oiseaux et qui savait reconnaître la différence qui savait reconnaître chaque oiseau de par son chant. Et que mes amis à Beyrouth savaient reconnaître la différence entre chaque bombe de par leur bruit. Parce qu'en fait, nous tous, les enfants de la guerre libanaise, moi j'ai passé mon enfance à l'étranger, mais tous ceux qui ont passé leur enfance à Beyrouth ont appris à reconnaître quel genre de tir est fait, donc quel genre de rocket, de bombe est tiré de par le bruit qu'elle fait. Et ça, c'était un des tabous, bien sûr, en 82 au Liban, durant l'invasion israélienne,
de savoir ou pas dessiner l'étoile de David. Donc, c'était une de mes... Donc, j'ai dessiné des dessins comme ça dans le journal et c'était des histoires très, très personnelles. Et avec le temps, j'ai créé ce lien avec la politique. C'était un lien qui se basait sur le personnel principalement. Je vais montrer d'autres exemples qui sont moins comme ça. Mais en gros, c'est ça l'événement Khouloud qui m'a poussée vers le politique. Ça a été en fait raconter comment ma vie personnelle était liée à des causes plus grandes. Je pense que celles-là sont un peu dans la même... ça aussi, ça a été pour le journal. C'est deux dessins. C'est une espèce de blague ironique sur les employés de maison au Liban, parce qu'on a un grand système d'esclavage, en fait, d'employés de maison, où c'est une employée de maison qui, pour la journée de la femme, descend demander les droits de son employeur, je ne sais pas comment on dit. Donc, Madame wants her rights. Et la deuxième, c'est un commentaire sur la femme libanaise contemporaine qui aujourd'hui, en plus d'élever les enfants ou de s'occuper de la maison, en fait maintenant il y a des attentes qu'elle travaille, donc elle travaille, elle est épanouie, elle a fait des études, mais finalement elle réussit à faire ça parce qu'elle a une esclave à la maison qui, elle, fait les courses, nettoie la maison, élève des enfants. Voilà. Donc ça, c'était pour la journée de la femme, ça. Ça s'appelle la libération de la femme, et entre parenthèses juste de la femme libanaise, puisqu'elle elle ne peut se libérer que parce qu'elle rend une autre femme esclave. Et là, je vais vous montrer juste des exemples de visuels que j'ai fait en 2005. En 2005, pas du tout. En 2015, on a une grande vague de manifestations. Je ne vais pas les lire parce que notre audience arabophone peut les lire, peut-être. Ou Walid, tu veux que je les traduise? Non, ça... Ou en fait, oui, tu peux il y a une audience non arabophone, donc tu peux... Au Liban, on a souvent une critique sur l'absence de l'État. On dit souvent qu'il y a un État absent, qui veut dire en fait un État faible. Et donc, pendant les vagues de répression de la police qu'on a vécues en 2015, j'ai fait des visuels qui essayaient de re-questionner cette phrase, qui disaient « mais si, en fait, on a un État, et voilà de quoi il a l'air ». Donc, pour rappeler que finalement, il y a un État fort au moment de répression. On a aussi des grands problèmes d'électricité. Elle ne s'est pas encore coupée là, mais au cas où je disparais un moment, c'est qu'on aura une coupure. Et on dit on dit au Liban, quand l'électricité se coupe, on dit « rahet al-kahraba ». Rahet, ça veut dire « zahabet ». Et donc, la question, c'est « la wen betrouh al-kahraba », elle va où l'électricité? Parce que bien sûr, l'électricité, c'est aussi des gens qui la volent et des gens qui la payent et des gens qui... Ouais. Est-ce que tu pourrais juste enlever la souris sur le petit truc pour qu'il disparaisse? Pardon. Ouais, mais parce que je ne vois pas ce que... on reçoit de l'électricité ou bien parce qu'on est inscrit à des réseaux de moteurs, générateurs particuliers, ou bien de l'État. Donc souvent, on demande si j'ai peut-être trop peu d'ampères et que je peux pas mettre la machine à laver, je demande c'est l'État ou c'est le générateur. Daoulé ou ishtirak. Voilà, donc c'est des commentaires un peu qui viennent sur la vie de tous les jours, certains comme celui-là, ou des fois, ça c'est des affiches que j'ai faites durant cette période de 2015, qui a été une période de grande répression de nos manifestations. Je ne sais pas. Après, il y en a qui sont vraiment très libanais. Il faut beaucoup d'explications pour que ça fasse sens. Mais voilà, Khouloud, des exemples. D'ailleurs, j'aimerais bien te poser une question. En fait, là, j'imagine ces derniers temps, il y a beaucoup de manifestations au Liban, donc il y a beaucoup de slogans et comme je vois en fait j'imagine il y a beaucoup de graphistes engagés aussi. Est-ce que ça a réellement un impact aujourd'hui en fait de se retrouver dans des manifestations avec des affiches bien faites? Est-ce que c'est beaucoup plus percutant que Shi'arat al-Qadima, tu vois ce que...
Le shi'arat qadima, ça serait quoi? Est-ce qu'on écrit sur des grandes banderoles? Oui, en fait, en faisant attention à faire en sorte que ça rime. Tu sais, il y avait une manière un peu ancienne de manifester. Et aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus visuel. Je trouve, moi, personnellement, que c'est beaucoup plus impactant. Est-ce que ça se sent? Est-ce que ça touche réellement les gens dans le… Ah, c'est une question dure, mais super question, parce qu'en fait, j'ai un gros dilemme envers ça. Il y a une partie de moi en tant que graphiste qui dit oui, il nous faut des choses créatives et il faut ouvrir l'imagination des gens. Et puis finalement, on veut un nouveau système, donc on veut aussi des nouveaux langages et des nouvelles façons de faire les choses, et c'est plus proche de la réalité. Et puis il y a une autre partie de moi qui pense que ta question, elle vient déjà avec une réponse et que tu as raison. C'est qu'en fait, surtout au Liban, je ne pense pas que vous avez le même problème au Maroc, mais cette vague, elle est complètement liée au boom un peu à la mode du graphisme, où tout doit être super esthétique et tout est complètement inspiré de la pub et du branding, et tout doit avoir un logo. Et en fait, c'est les mêmes outils que le système qu'on voudrait questionner. Donc, je trouve elle est forte ta question, parce que je l'ai, moi, ce dilemme en tant que graphiste. Je crois qu'une de mes grandes influences, enfin, un mouvement que je trouve très inspirant, c'est mai 68 et Grappus, et aujourd'hui Ne pas plier. Je trouve que c'est un collectif de graphistes et de sociologues et d'urbanistes, et qui ont ce lien entre le poétique et le politique, et qui, pour moi, est un lien très intéressant. Et j'espère que c'est ça que nous, en tant que graphistes et penseurs aussi, on peut amener aux politiques, qui changent des shi'arat à dire, mais en même temps, on fait des visuels qui ressemblent à du branding aussi, quoi. Enfin, c'est compliqué. Là, en fait, l'image que tu es en train de partager là, هذه ليست بيروت. هذا لوغو لشركة خاصة تملك وسط مدينة بيروت. C'est un détournement des codes du branding. Oui, complètement. Ça, c'est parce qu'à Beyrouth, notre centre-ville est en fait une compagnie privée. Ça a l'air complètement surréel, mais c'est le cas. Et qui a ce logo de Beyrouth. Je me suis rendu compte une fois en cours avec mes étudiants qui n'avaient aucune idée. Ils pensaient que c'était le logo de la municipalité, donc ils ne savaient pas que c'était une compagnie privée avec des investisseurs et beaucoup étrangers même. Et donc voilà, oui, c'est un détournement complètement. Donc ça, c'est une des techniques, bien sûr, typiques de ce que font les graphistes dans le domaine du politique, c'est le détournement. Et celle-là, c'est un détournement qui en même temps est un lien à mai 68, puisqu'elle dit sous les pavés de Solidaire, qui est la compagnie qui détient le centre-ville de Beyrouth, Ardouna, et notre terre, quoi. Sous les pavés, la plage, en gros. Okay. Elle fait sens que si on connaît les slogans de mai 68, bien sûr. Je ne sais pas si j'en ai d'autres d'intéressantes là. Non, je pense pour le graphisme politique, c'est tout. Alors, en fait, on arrive pile poil à la fin de la première partie de ce live, donc qui est consacrée à mes questions et à celles des chroniqueurs. Là, je vais passer aux questions qui nous ont été laissées par le public. On m'a envoyé un dossier parce que je ne regarde pas le live avec vous, donc on m'a envoyé un dossier avec les questions. Donc, je vais lire la première question. Alors, est-ce que tu t'intéresses à la typographie Tifinagh? Je m'y intéresse forcément parce que j'ai mes étudiants maintenant marocains qui s'y intéressent, mais je suis complètement amateur, j'y connais très peu. Voilà. Mais en fait, je vais en profiter pour développer un peu cette question, je pense que j'y ai droit. En parlant d'engagement, en fait, on était en train de parler d'engagement à la fin, et il y a cette question sur le Tifinagh. Aujourd'hui, par exemple, au Maroc, le Tifinagh redevient de plus en plus présent
sur tout le graphisme officiel, tous les documents officiels, les campagnes d'affichage. On l'utilise de plus en plus, bien que très peu de Marocains savent le lire. Mais quoique, est-ce que ce n'est pas du militantisme aussi de le mettre, même si en fait très peu de personnes le lisent, et ça va peut-être pousser les gens à le faire. Je pense que c'est un acte engagé aujourd'hui d'utiliser le Tifinagh dans tous les affichages. Oui, bien sûr, c'est une forme de revendication et de présence. Je ne suis pas encore assez familière avec tous ces aspects un peu politiques de la communication marocaine et tout, mais je vois bien qu'il y a un retour vers ça et je crois que ce qui se passe avec le Tifinagh entre les graphistes, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'arabe il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire tout d'un coup commencer à développer des outils pour écrire une langue en utilisant les technologies nouvelles. Et c'est pour ça que maintenant, il y a de plus en plus de typographes. Il y a un boom de typographie arabe et je crois qu'il y a un boom de typographie Tifinagh qui est en train de se développer. Et je crois que nos étudiants à l'ESAV vont faire partie de ce boom, vont être l'avant-garde de ce boom et qu'ils le sont déjà en fait. Alors, deuxième question, est-ce que les femmes sont suffisamment visibles sur la scène du graphic design? Est-ce que les femmes sont suffisamment visibles? Mon réflexe serait de dire que c'est un peu comme les chefs, que dans le monde entier, c'est les femmes qui cuisinent, mais à la télé, les chefs, c'est tous des hommes. que toutes les classes de graphisme sont remplies de filles, mais peut-être les stars du design sont principalement des hommes. Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire ça quand je pense comme ça aux grands noms. Aux grands noms, c'est souvent les hommes, mais ceux qui font tout le boulot, c'est souvent les femmes. Mais je ne sais pas si dans le graphisme, il y a une vraie discrimination à ce niveau. Je crois qu'elle existe autant que dans toutes les disciplines et partout dans le monde, comme on le sait bien. Et après, je pense quand même qu'il y a aussi le fait que le graphisme est souvent considéré un domaine un peu féminin pour plein de raisons. Ou bien parce que il y a ce stéréotype de l'artistique, du décor, il y a toute cette idée du graphisme traditionnel et un peu cliché de ce qu'est le graphisme qu'on réserve aux femmes, et parce que c'est aussi quelque chose, c'est un domaine qui donne la capacité de travailler à la maison. Moi, j'ai connu pas mal de gens dans mon éducation, pas mal de filles qui ont choisi de faire le graphisme parce qu'elles pouvaient le travailler à la maison, là où elles allaient rester à élever des enfants et s'occuper du logis. Mais en même temps, le graphisme est un très bel outil, un outil très puissant pour, tu sais, les questions de genre, tout ce qui est cause féminine. Complètement. Je pense que c'est ce qu'on disait au début, c'est que on a un privilège énorme quand on est graphiste, c'est qu'on crée des images publiques. C'est-à-dire, il y a peu de métiers qui nous permettent d'avoir autant d'impact sur une masse de gens aussi énorme, que ce soit à la télé, que ce soit sur les affiches dans les rues, que ce soit de produire des choses qui sont reproduites à 1000, 2000, 3000 exemplaires, c'est énorme. Donc, évidemment, et c'est pour ça qu'on parle de graphisme engagé, mais effectivement, qu'on soit engagé ou pas, tous les graphistes sont responsables de leur représentation des femmes et des hommes, de tout ce qui a rapport avec le genre. On est tous impliqués dans du politique dès qu'on fait des images qui appartiennent au domaine du public, en fait. Et bien sûr que tout ce qui a rapport avec les problèmes de genre sont clés là-dedans. Alors, c'est une question qui s'adresse à toi autant que nouvelle directrice du département de design graphique de l'École supérieure des arts visuels. Donc, en fait, pour rappeler aux gens, l'École supérieure des arts visuels est une école à Marrakech de cinéma et de design graphique. Et la question est la suivante. Alors, l'école étant cinéma et graphisme, quelle transversalité tu imagines entre les deux modes d'expression? Ah, super. Bonne question. Je pense qu'il y a une réponse un peu sur la base de cette transversalité et puis il y a une réponse un peu plus précise sur les domaines en commun.
ce qui est très intéressant entre le cinéma et le graphisme, c'est que les deux travaillent sur les deux domaines, impliquent la relation très proche entre mots et images. C'est-à-dire, tout ce qui a rapport avec le cinéma, c'est bien sûr toujours le lien entre l'écriture et le narratif, et le temps, et le scénario, et la langue, et le dialogue, donc tout ce qui est mots et pensée, et l'image qui est filmée ou dessinée ou photographiée, mise en séquence, etc. Et le graphisme, de la même façon, est toujours une combinaison entre mots et images. On crée du sens parce qu'on combine des signes qui expriment des choses de façon différente, que ce soit les affiches, que ce soit les livres, etc. Donc déjà, je crois que la relation de base en commun, elle est là. Et ensuite, là où il y a beaucoup de domaines en commun, et c'est des domaines qui sont en train d'évoluer pas mal, le premier, je dirais, c'est tout ce qui a rapport avec l'animation. D'abord parce que beaucoup de graphistes sont aussi assez proches de l'illustration et de la narration illustrée, on va dire, mais aussi tout ce qui a rapport avec ce qu'on appelle motion graphics, tout ce qui est visualisation de data qui est maintenant de plus en plus en mouvement, générique de films. Bien sûr, dans la publicité, il y a beaucoup d'intersections entre... on sort d'école de graphisme, pas seulement pour exécuter du graphisme, mais aussi de façon artistique. Et donc, on est présent dans ce qui est filmé. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup... Et puis, les nouvelles technologies ont de plus en plus de liens entre ce qui est graphique et imagé et ce qui est en séquence, en mouvement. Donc, les intersections sont nombreuses et sont très contemporaines. Il y a beaucoup de choses à explorer, à mon avis, entre les deux. Alors, toujours dans la même lignée, donc, on a une question. Alors, que penses-tu de l'état actuel du secteur de l'animation dans le monde arabe, plus précisément au Liban et au Maroc? Quelles sont les tendances et dynamiques actuelles, les forces et faiblesses, et comment tout cela se développe-t-il? As-tu toi-même des travaux ou projets de travaux liés à ce secteur? À l'animation. J'ai rêvé d'être animatrice et j'ai fait des petits débuts d'animation, mais c'est un travail qui est très peu gratifiant parce qu'il demande beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, j'ai pas une vraie expérience en animation. Après, au Liban, on a un festival d'animation du monde arabe qui est super et qui devait avoir une édition en 2019 qui a été annulée parce qu'on a eu des mouvements protestataires assez grands. Je crois qu'il y a alors, je ne connais pas assez la scène marocaine, je connais un petit peu, mais je crois qu'il y a un travail d'animateur du monde arabe assez fort. Le problème, j'imagine, est souvent très lié à l'économie de ce secteur. C'est-à-dire que, un peu comme le cinéma, mais au Maroc, vous avez moins cette crise qu'on l'a eu au Liban, mais pendant longtemps, si on voulait faire des films, il fallait rentrer par la porte de la publicité parce qu'il n'y a pas un État qui financièrement est intéressé du développement de secteurs comme le cinéma, et je crois que c'est pareil pour l'animation. Donc, je connais peu d'animation long métrage du monde arabe. Après, il y a à travers les vidéoclips, le travail pour l'industrie de la musique et l'animation, bien sûr, les animateurs indépendants. Au Liban, il y a quand même une scène assez grande et beaucoup, bien sûr, ont travaillé dans ces domaines-là principalement parce que, mais moi, je suis entourée de gens qui sont entre l'illustration et l'animation, entre le film et l'animation, entre le design et l'animation. Donc souvent, c'est un truc qu'on se retrouve obligé de faire un peu de côté dans nos pays parce qu'il y a peu de support financier pour. Mais je crois qu'il y a une scène assez grande quand même. En tout cas, au Liban, il y a pas mal d'animateurs. Et je serais curieuse de connaître plus d'animateurs marocains. Je ne
connais pas assez la scène marocaine. Alors, est-ce que le graphisme et la communication visuelle connaîtront, à ton avis, un changement dans le monde post-Covid? J'ai pas entendu la fin de ta question. Alors, est-ce que le graphisme et la communication visuelle vont connaître, à ton avis, un changement dans le monde post-Covid, post-coronavirus? Un changement dû au coronavirus? Oui, mais en fait, est-ce qu'on fera, du graphisme et de la communication visuelle de la même manière dans le monde d'après le coronavirus? Après. Ok, d'accord. Ça a coupé à la fin. Oula. Est-ce qu'on fera ça différemment? On fera plein de choses. Je crois que la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vraiment le monde va changer après cette crise? On est encore un peu dans la crise. Donc, tant qu'on n'en sort pas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous devant nos ordis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures dans la journée. Et on fait beaucoup moins de choses qui impliquent nos corps et nos sens et notre physique. Et peut-être, oui, peut-être ça a des conséquences, en tout cas durant cette crise. Je ne sais pas si ça a des conséquences à long terme, mais ça veut aussi dire que tout ce qu'on fait dans l'espace public est limité. Donc, si je veux distribuer des affiches dans les rues, j'ai pas d'audience tant qu'on est en confinement. Après, ça dépend. Est-ce que cette crise tout le confinement a des conséquences énormes sur nos façons de travailler? Ça, c'est sûr. Et la deuxième chose qui est la grande question, c'est est-ce qu'il y a un système économique qui va complètement s'effondrer et cette crise en a été le déclenchement? Et si c'est le cas, quel va être le lien au graphisme quand il y aura beaucoup moins de choses à vendre, quand on est dans une grande crise économique comme celle dans laquelle on est? Je pense que c'est ça. Mais c'est vraiment des grandes questions. C'est très dur d'imaginer. Moi, personnellement, je pensais que le monde allait changer, mais en fait, la semaine dernière, les McDonald's sont réouverts au Maroc. J'ai vu la queue qu'il y avait dans les drives. Je ne juge personne, mais ça m'a rassuré. Le monde ne changera pas. Ça t'a rassuré? Non, moi, ça m'inquiète. Oui, non, J'ai compris. Alors, j'aimerais bien voir, en fait, Khouloud, Mohamed, est-ce que vous avez encore des questions? Moi, je pense que pendant les questions, je vais mettre des images parce que c'est plus intéressant que de voir mon visage. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vous écoute. Moi, je trouve que les deux sont agréables. Merci. Pour moi, je n'ai pas d'autres questions parce que vous avez répondu à la plupart des questions que j'avais. Super. Super. Et je vous remercie pour cette session. Moi, je peux te poser une question peut-être. Est-ce que le graphisme engagé t'intéresse? Oui, ça m'intéresse, mais je ne sais pas pourquoi. Pour moi, je trouve que c'est moins évident ou bien que c'est moins fait ici au Maroc. Je ne sais pas, est-ce que pour la raison de la liberté d'expression ou bien il n'y a pas de graphistes qui sont engagés. Mais pour moi, ça m'intéresse parce qu'il y a souvent des sujets dont je veux, par exemple, exprimer mon avis. Mais si ce sont des sujets délicats, on dit souvent vaut mieux ne pas parler du sujet. Donc, c'est un peu d'autocensure. Peut-être Oui. peut-être qu'il peut être intéressant et c'est quelque chose qu'on peut réfléchir aussi depuis les institutions d'éducation comme à l'ESAV, c'est de ne pas forcément séparer les genres de graphisme, mais de se sentir engagé en tant que citoyen dans n'importe quel acte graphique. Tu vois, le graphisme engagé n'est pas obligé d'être que celui qui est directement impliqué par la politique, mais il peut aussi être dans de quoi on parle, comment on représente les gens et les choses, au service de quoi on met nos outils ou nos compétences. C'est pas toujours des sujets qui sont forcément
très problématiques ou très tabous. Je crois qu'il y a beaucoup de sujets qui ont des dimensions politiques intéressantes à explorer. Et comme je disais, je crois qu'on a une énorme chance quand on est graphiste. Vous avez une énorme chance. Hein. C'est un privilège de communiquer à une grande partie de la population. Et une responsabilité. Que par le visuel. Oui, bien sûr. Ouais. Mohamed? Oui, moi non plus, pas de questions. Merci beaucoup, Zana. Merci à toi pour ta question. Jana, est-ce que tu nous ferais un petit mot de la fin? Est-ce que je ferai un petit mot de la fin? Et il faut que je revienne, que vous revoyiez mon visage. Qu'est-ce que dire? Oui, d'abord, c'était super. Vos questions et ceux de l'audience sont des vrais défis. Et merci de me donner ce temps et de m'écouter et tout ça. Enfin, c'était un moment vraiment riche. Mais aussi, je voudrais dire que je suis très excitée par l'idée de ce nouveau chemin. De ce nouveau chemin que je prends avec le Maroc. Je crois que ça fait partie d'un désir d'appartenance que j'ai un peu et de lien avec le reste du monde arabe que je ne savais pas. Je ne savais pas dans la vie comment il allait se passer. Et donc, c'est une grande chance. Et je suis pressée avec les étudiants, avec mes collègues. Oula, pardon. De trouver un moyen qu'on réfléchisse ensemble en fait au graphisme, au visuel, à la politique, à l'illustration et à des questions identitaires entre les pays arabes et avec l'Afrique. Et enfin, ça m'intéresse aussi parce que beaucoup de ce qui nous entoure est très centré vers l'Europe. Et donc, je me sens très chanceuse et très curieuse d'avoir ces nouveaux liens avec un pays comme le Maroc. Voilà, et avec tous les gens qui, pour l'instant, m'ont tellement bien accueilli, entre autres ce soir. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Jana. Merci, Khouloud. Merci, Mohamed. Merci aux gens qui nous ont suivis. C'était très instructif, très agréable. Et je vous donne rendez-vous pour un invité de marque. Alors, on me dit à l'oreillette que ça sera Vincent Milelli pour le prochain épisode. Donc là, je le piège, c'est sûr, c'est lui. Et à très vite. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.